Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre session hebdomadaire du 3 questions A. 2 ans après l'assassinat par un terroriste islamiste du professeur d'école Samuel Paty, nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui Karine Azopardi, journaliste à France Télévisions. Karine Azopardi a perdu le père de ses 2 filles dans l'attentat du Bataclan le 13 novembre 2015. Elle est l'auteure de l'ouvrage Ces petits renoncements qui tuent, publié le mois dernier aux éditions Plomb. Cet ouvrage, elle le publie avec un témoin, professeur de lettres, qui a préféré rester sous anonymat. Vous y dressez tous les deux le constat de phénomènes qui traversent le milieu scolaire, montée de l'islamisme, du complotisme, des fake news. Karine Azopardi, bonjour. Bonjour, Et merci encore d'avoir accepté de répondre à nos quelques questions. je La vous en prie. première est très simple. Pouvez-vous tout simplement nous expliquer la genèse de ce livre? Qu'est-ce qui vous a poussé, vous et ce témoin, Laurent Valogne, c'est donc un pseudonyme, qu'est-ce qui vous a poussé tous les deux à écrire ce livre? Eh bien, nous avons été tous les deux évidemment très touchés par le décès de Samuel Paty à l'automne 2020. Nous en avons beaucoup parlé en novembre, en décembre, et un ami de Laurent lui disait qu'il fallait qu'il écrive un livre avec son témoignage et que ça serait une bonne manière pour lui de faire sortir tout ce qui se passe à l'intérieur des classes. Et c'est vrai qu'il me racontait des anecdotes qui, moi, me semblait assez énorme. Et puis, ce que je trouvais intéressant, c'est l'analyse qu'il en tirait derrière et l'évolution qu'il avait vue, lui, sur 30 ans, puisqu'il a été professeur dans le Nord, et puis en banlieue parisienne depuis 32 ans. C'est un professeur agrégé de lettres et qui a vu l'islamisme monter et les fake news et l'obscurantisme dans ses classes. Et donc, moi, j'étais évidemment personnellement aussi touchée parce que je m'identifie toujours à la famille dès qu'il y a un attentat, j'essaie de prendre de la distance, mais j'avoue que je ne peux qu'éprouver de la compassion en sachant ce que les familles vivent. Lui était très touché de son côté parce qu'il pressentait que ça aurait pu arriver à n'importe qui. Et donc, quand il m'a parlé de ce livre, je lui dis, mais oui, évidemment, faut que tu l'écrives et puis il faut que je t'aide à l'écrire, il faut qu'on l'écrive tous les deux à quatre mains. Je n'étais pas censée mettre mon nom au départ, ça devait être lui. Et on a eu une longue période où le livre est resté dans les tiroirs puisque je n'ai pas réussi à le convaincre de sortir de l'anonymat, mais je pense honnêtement qu'il a bien fait. Et puis au final, comme j'ai assisté moi l'année dernière au procès des attentats du 13 novembre, je me suis aperçue que cette parole-là, il fallait qu'elle sorte en discutant avec plusieurs personnes. Et donc je me suis décidée, moi, à y aller. Très bien, merci beaucoup. Alors, notre deuxième question, vous savez, il y a quelques semaines, le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation a publié une note dans laquelle il indique l'augmentation d'atteintes à la laïcité en milieu scolaire et les phénomènes d'incitation à adopter ce type de comportement sur les réseaux sociaux. D'abord, est-ce que cette note vous a surprise et quelle est votre analyse au regard de l'ouvrage que vous avez publié sur ce thème? Mon co-auteur, ça fait une vingtaine d'années qu'il voit augmenter le nombre de vêtements, le nombre d'atteintes à la laïcité, mais au ras de sa classe, si vous voulez. Après, il y a des études qui ont été menées et qui recoupent son témoignage. Donc, c'est pour ça qu'on savait qu'on n'allait pas totalement à rebours de la réalité globale en décrivant juste sa réalité locale. Après l'offensive qui a lieu là en ce moment depuis la rentrée, plutôt précisément depuis le printemps dernier, non, nous ne l'avions pas vu venir spécialement, puisque nous avons écrit ce livre début 2021, donc avant cette offensive, où on voyait déjà des abayas, lui voyait déjà des abayas dans sa classe, quelques-unes qui n'existaient pas, hein, il le décrit il y a encore une dizaine d'années. Et puis le problème, c'est que le problème, c'est l'offensive organisée et généralisée. Après, c'est pas une majorité d'élèves, c'est toujours une petite minorité qui provoque, mais c'est un test sur nos établissements publics, c'est un test sur notre laïcité, et ça recoupe évidemment tout ce qu'on décrit sur les esprits des élèves pour qui finalement le fait religieux prime sur les apprentissages, et c'est ça le souci. Donc ça recoupe
évidemment le phénomène des abayas et des vêtements et des camis. Mais ce phénomène-là n'est que la partie émergée de ce qu'on décrit nous. Ce qui est important de voir, c'est sur les esprits l'influence du religieux qui revient. Et je pense qu'on avait oublié, puisque évidemment la loi de 1905, la laïcité, on pensait que c'était quelque chose d'acquis, on la connaît très mal. Qui peut citer les raisons de l'établissement de la loi de 1805, ensuite les batailles nombreuses qui ont eu lieu jusqu'en 1914, où seulement, seule la guerre a arrêté la guerre que menait, seule la première guerre a arrêté la guerre que menait le pape à l'État français à l'époque, mais on ne s'en souvient pas, puisqu'il y a eu un reflux du religieux, une sécularisation de la société française, et maintenant on est face à un retour du religieux, et donc on ne sait pas l'appréhender parce qu'on a oublié ça. Et on a oublié à quoi servait la laïcité. Or, on est un pays où la laïcité existe de manière assez unique dans le monde et qui pose clairement problème aux intégristes, puisque les apprentissages des élèves doivent être protégés par une sorte de bouclier. La laïcité, ce n'est pas une mise à égalité de manière neutre de toutes les religions, c'est une neutralisation de l'espace public et en particulier de l'école qui doit être protégée du fait religieux qui reste à l'extérieur ou dans les écoles privées, contrat, sous contrat ou hors contrat, voilà. Merci beaucoup, Karine, pour ce rappel très, très important sur ces atteintes qui ne sont pas finalement le plus important, mais ce qui compte, c'est l'idéologie qu'il y a derrière et le combat intellectuel à mener pour défendre nos valeurs, défendre les valeurs de la République qui sont menacées par ces courants idéologiques. Merci beaucoup. Alors peut-être notre dernière question. Dans votre ouvrage, vous décrivez donc ces petits renoncements, ceux des professeurs qui n'osent plus utiliser certains termes, évoquer certains thèmes par peur de représailles, les renoncements aussi idéologiques ou politiques parfois de certains professeurs qui tentent à justifier certains comportements ou à les excuser, parfois au nom de l'islamophobie. On met les guillemets sur ce terme d'ailleurs. Alors, comment y faire face à ces petits renoncements? Parce qu'ils sont les sentinelles de la République et nos professeurs. Comment aider tous les professeurs? Comment mieux les armer à tous les points de vue, donc sur le plan pratique et intellectuel? Il y a, je pense, et c'est ce que m'a décrit mon co-auteur, une absence de ligne directrice dans l'éducation nationale. Il y a une absence de ligne directrice à l'intérieur même de chaque établissement, c'est-à-dire que parfois on a des proviseurs qui sont sur une ligne et des proviseurs adjoints qui sont sur une autre ligne à l'intérieur de la salle des profs. Je pense qu'il y a une majorité silencieuse, et puis il y a des gens qui sont aussi divers que dans la société tout entière. Donc, il n'y a pas une seule ligne. Alors, face à ça, depuis l'année dernière, a été mis en place un plan assez ambitieux de formation de 1000 professeurs comme référents laïcité qui iront à leur tour former tous les personnels de l'éducation nationale intégralement, depuis le gardien du lycée jusqu'au proviseur à ce qu'est la laïcité. Et alors, ce n'est pas une formation abstraite, c'est concrètement comment faire face à une tenue, que dire, que faire, que prévoit la loi, et pour leur donner justement des outils pour répondre à ça. Alors, notre crainte, nous, après, c'est vraiment personnel, c'est que cette formation soit un petit peu enterrée, qu'on n'en parle plus trop. D'ailleurs, j'ai lu qu'il y a certains proviseurs qui pensaient qu'elle avait été tout simplement arrêtée. Or, c'est la base. Évidemment que ça ne résout pas tous les problèmes, parce qu'il y a aussi un problème structurel à l'éducation nationale. Moi, quand Laurent m'a cité les chiffres, je suis allée vraiment les vérifier, parce que c'est mon métier d'une part, et puis d'autre part, parce que je les trouvais assez énormes. Un élève qui aujourd'hui arrive en seconde en lettres, donc la matière de Laurent, a eu autant d'heures de cours, donc de quantité d'enseignement, qu'un élève qui arrivait en quatrième en 1975. Ça, c'est un vrai problème. Et ça, je pense, explique pas mal de choses sur le fait qu'il y a un gros problème de connaissances, de compétences, et que la France chute dans tous les classements internationaux, que ce soit en mathématiques ou en français. Ça, c'est un problème, parce que pour lutter contre l'obscurantisme, pour lutter contre les fake news, pour lutter contre l'antisémitisme aussi, la connaissance libère, la connaissance est une ascèse. Et donc, il y a besoin de transmettre cette
cette connaissance et à mon sens, cette connaissance n'est plus transmise aujourd'hui parce qu'on a empilé des dispositifs, gadgets au fil des années, pour, ne pas faire peur aux élèves, pour les, voilà, pour, sans doute faire passer les apprentissages plus facilement, mais apprendre, c'est pas toujours simple et puis il y a aussi un problème générationnel, je pense qui a été pointé du doigt dans d'autres livres que le nôtre, mais qui est que des jeunes professeurs qui aujourd'hui arrivent à enseigner, déjà il n'y en a plus beaucoup qui veulent le faire, et ceux qui veulent bien le faire ont eux-mêmes reçu une formation qui n'est pas au niveau. Et quand on voit qu'on recrute des profs en 4 jours, c'est pas possible. Donc oui, il y a de quoi être inquiet parce qu'il y a d'une part pas de ligne claire et d'autre part que l'enseignement lui-même à un niveau, de par la quantité d'enseignement qui a baissé. Merci beaucoup, Karine Azopardi, pour vos réponses. Merci encore d'avoir pris votre temps aujourd'hui. Je vous en Et prie. merci, très bonne journée et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Bonne journée Au à vous. revoir.